Alors, comme souvent, comme souvent, c'est tiré de ce que nous vivons dans l'accompagnement des entrepreneurs, c'est tiré de rencontres et de sujets que nous avons évoqués. Et le sujet que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, je l'ai évoqué cette semaine avec un entrepreneur. Et ce sujet, vous avez tous le suspense absolu, mais la technique arrive, c'est la crise de la quarantaine et l'entrepreneur. Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Nous, nous allons comme chaque vendredi matin à 10h30 vous faire l'honneur de deux petites chroniques pour aider les entrepreneurs dans leur pratique. Alors, la crise de la quarantaine, d'abord, je m'en réfère au poète, comme souvent, pour ma première citation, et j'appelle Serge Gainsbourg, Serge qui disait, ou qui a dit, semble-t-il, les visages difficiles comme le mien se burinent et arrivés à la quarantaine deviennent intéressants. Il y a quelque chose de profond, comme souvent chez Gainsbourg, derrière une remarque anodine qui est tournée vers l'aspect extérieur. Alors d'abord, la crise de la quarantaine, qu'est-ce que c'est? Pour certains psychologues, c'est une légende. Ça n'existe pas. Pour d'autres qui ont essayé de faire des études, ça touche entre 8 et 25% de la population. Et c'est troublant parce que c'est surtout un sujet de magazines féminins et masculins, ce qui crée une sorte de buzz récurrent. C'est un terme à la crise de la quarantaine français qui vient du terme américain midlife crisis, la crise de la moitié de la vie, et qui serait, selon les magazines, concernerait la quasi-totalité de la population. En réalité, quand on regarde, une toute petite partie de la population, mais significative. Ce qui veut dire qu'on a souvent autour de nous des exemples, des amis, des collègues, des collaborateurs qui peuvent rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la crise de la quarantaine. Mais que faut-il en penser? Et puis surtout, que faire quand on est concerné ou impliqué? Je vous rappelle, concerné, c'est quelqu'un que vous connaissez, à qui ça arrive, un ami ou bien un collaborateur, par exemple. Et impliqué, c'est quand ça vous arrive à vous. Et là, les amis, c'est plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les symptômes de la crise de la quarantaine? Alors, d'abord, c'est souvent une forme de dépression. La dépression, vous savez, c'est parfois difficile à repérer, mais vous regardez et ça commence par une vision un petit peu plus négative du monde lorsqu'on dialogue avec quelqu'un qui voit plutôt les choses qui ne vont pas plutôt que les choses qui vont bien. C'est aussi le moment d'une perte de sens. Je me souviens, il y a quelques années, d'un de mes clients qui était toujours en costume, impeccablement coiffé, et qui soignait beaucoup son apparence extérieure. Et je le vois arriver pour le déjeuner en blouson de cuir, les cheveux en pétard et une écharpe multicolore autour du cou. Il s'assoit devant moi, je revois l'image comme si c'était hier, et il me dit ah, la vie, quand même, c'est compliqué. OK. C'est le moment des remises en cause. C'est le moment de la remise en cause, notamment de ce qu'on a construit entre 20 et 40 ans. Donc le couple, les choix professionnels, pour certains, la spiritualité. Voilà des symptômes. Des copains qui divorcent, un, un, un de vos collaborateurs qui vient vous voir en disant oui, moi, tu sais, euh, la technologie, oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Je pense que j'ai plutôt envie d'aller vers la relation animale et les chevaux m'attirent depuis longtemps. Voilà. Des moments de remise en cause de ce qui était
quelque chose que vous auriez décrit comme relativement solide chez la personne. Autre symptôme, il y a de l'épuisement. Autre symptôme, le poids des responsabilités. Et c'est vrai que pour beaucoup, notamment d'entrepreneurs, à 40 ans, c'est pas si simple. À la fois le couple, à la fois l'entreprise, à la fois les responsabilités sociales se sont accumulées et peuvent être lourdes à vivre. Cette question qu'on peut se poser de temps en temps, mais qui semble se poser plus facilement à ce moment-là, qu'ai-je accompli? Hein? C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, de 20 à 40 pour simplifier, et puis on n'est peut-être pas forcément à l'endroit où on voudrait. Ça n'a peut-être pas fonctionné exactement comme prévu, et on est peut-être qu'à ce qu'on estime être la moitié du chemin. Qu'ai-je accompli? Et puis un désir d'ailleurs, qui se traduit par un désir de voyage, de tendresse ou d'intimité, et parfois évidemment un désir de sexe. C'est des études extrêmement bien faites qui montrent que, au fur et à mesure que le couple a une vie professionnelle très active et que les enfants grandissent, eh bien, les relations sexuelles peuvent, dans certains couples, diminuer. Alors, quelles sont les hypothèses que nous propose la science? C'est très, très intéressant de préparer ces chroniques. Ça m'a obligé à confronter ma propre croyance sur cette crise de la quarantaine, sa réalité et ce qu'on pouvait faire, avec ce que ont fait les scientifiques sur le sujet. Tout ça est bien sûr à prendre avec précaution. Il s'agit d'hypothèses formulées par des gens qui ont travaillé sur le sujet et pas de vérité, comme toujours dans la science. Alors d'abord, on commence par les freudiens, parce que ce sont les disciples de Freud qui ont les premiers parlé de cette période de la vie qui est une période de trouble pour les freudiens parce qu'il y a le développement de la peur de la mort. Bon, c'est beaucoup plus large que ça et que tous les freudiens me pardonnent. C'est ce que j'ai trouvé qui ressort en premier de toute l'analyse freudienne de ce moment particulier. Chez les Jungiens, alors c'est la période de l'individuation, c'est-à-dire le moment où on va devenir une version très unique. On va choisir ce qu'on est nous et qui n'est pas forcément ce que la société nous a donné ou la famille nous a donné comme présupposition à notre égard. Alors ils appellent ça l'auto-actualisation et la prise de conscience, self-actualization et self-awareness. Et donc, c'est intéressant parce que pour les Jungiens, c'est le début d'une période qui va durer le temps qu'elle dure. Pour un certain nombre de psychologues, on va dire des années 80 à 2000, il n'y a pas de midlife crisis, il n'y a pas de crise de la quarantaine, il y a une accumulation de ce qu'ils appellent les stresses, c'est-à-dire ce qui va nous stresser tout simplement, et que certains gèrent bien et d'autres moins bien. Et ceux qui vont gérer moins bien l'accumulation des stresses vont se retrouver dans une situation assez lourde de stress. Voilà, ça c'est l'hypothèse des années 80-2000. Plus récemment, vous avez la fameuse courbe en U du bonheur. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ça mériterait presque sa propre chronique. C'est de la science assez sérieuse, autant que je puisse en juger. Elle a été répliquée par de nombreux chercheurs, elle a été faite dans de nombreux pays, elle a été faite en essayant d'éviter les biais. Alors, que dit cette courbe en U du bonheur? Elle dit que quand on est jeune, on est très heureux, puis on va devenir de moins en moins heureux, et on va redevenir heureux un peu plus tard. Hein? Eh bien, à 40 ans, c'est, semble-t-il, entre 40 et 50, le bas de la courbe en U. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant, c'est une généralisation, sur des centaines de milliers de personnes interrogées, les enfants se déclarent plutôt heureux.
L'adolescence, ça descend. Le jeune adulte qui arrive dans la société et qui doit s'intégrer, c'est pas si simple, c'est moins bien. Et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à la période de la crise de la quarantaine ou de la midlife crisis. Et après, quand on interroge les gens de 50, 60, 70, 80, etc., eh bien, ils remontent sur l'échelle du bonheur. Voilà, gardez en tête cette courbe en U. Et il y a une dernière hypothèse qui, bien sûr, vient des neurosciences que vous savez qu'on aime beaucoup parce que c'est une nouvelle façon de regarder le monde et d'expliquer les choses. On va dire qu'ils ont raison. C'est juste une nouvelle façon de regarder les choses. Eh bien, les neurosciences parlent de restructuration du cerveau, notamment du cortex préfrontal, vous savez, la partie qui est juste derrière le front et qui sert à raisonner et à percevoir le monde, les relations, etc., et qui disent qu'à partir de 40 ans, il y a une profonde restructuration du cerveau. Alors, elle est pas instantanée, c'est un phénomène qu'ils peuvent mesurer, et donc, ce serait une partie de l'explication pour les gens des neurosciences que à partir de la quarantaine, le cortex préfrontal se modifie de façon significative. Il est probable qu'il se modifie tout le temps, hein, mais il se modifie de façon significative, ce qui amènerait, et votre souffle, à des différences de perception du monde qui nous entoure, notamment des relations, qui nous amènerait en conséquence à réviser notre comportement. C'est bon là sur les hypothèses? Vous avez bien respiré. Parce que fondamentalement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais juste vous donner cette citation que j'ai trouvée dans un journal américain. Je vais la traduire en français et la lire en anglais. Donc, midlife crisis begins sometime in your 40s when you look at your life and think, is this all? And it ends about 10 years later when you look at your life again and think, actually, this is pretty good. Autrement dit, il y aurait cette question de regarder sa vie à 40 ans et de se dire, c'est tout ce que j'ai accompli? Est-ce que c'est vraiment ça la vie, avec tous les stresses dont on a parlé, hein, tous les éléments de stress? Et puis, la citation continue en disant, mais ça s'arrête à peu près 10 ans après. Quand on regarde à nouveau sa vie, on dit, mais c'est pas mal du tout. Hein, c'est pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est une idée poétique émanant d'un journaliste, mais je trouvais la phrase intéressante. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un ou s'aider soi-même si vous détectez quelque chose qui ressemble à cette fameuse crise de la quarantaine? Et on pourrait d'ailleurs l'étendre à tous les moments où vous croisez quelqu'un qui vit une forme de remise en cause, de crise existentielle, quel que soit son âge. Que vous le croisiez à 15 ans, 25 ans, 40 ans ou 60 ans, quand quelqu'un dont vous êtes proche vit un changement profond, une perception de vivre un changement profond, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Alors, la première chose, c'est de ne pas nier ce que cette personne vit. Pour elle, c'est réel, aussi réel que le monde que vous pouvez toucher. Je vous rappelle que le cerveau ne fait pas de différence entre matériel et immatériel. Une peur irrationnelle est traitée de la même manière que la confrontation avec un tigre affamé. D'accord? Donc, ne pas nier ce qu'il vit. En revanche, mettre en perspective que le moment qu'il vit est un moment qui va durer quelques mois, allez, quelques années, face à une vie qui va s'écouler sur des décennies. Et peut-être qu'à 40 ans, on a vécu la moitié de sa vie, ou le tiers, en réalité, on n'en sait rien. Peut-être qu'on a vécu 99% de sa vie et qu'en sortant de la rencontre, on va se faire écraser par le camion poubelle, mais célèbre camion poubelle que connaissent bien mes clients, mais on n'en sait rien, on peut l'imaginer simplement statistiquement qu'on est à la moitié de sa vie. Eh bien, quand vous retissez la perspective en disant, rappelle-toi quand tu avais 5 ans,
10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tu en as 40, demain, tu en auras 50, 60, 70, 80, 90 et peut-être plus. Ce que tu vis maintenant n'est qu'un moment. Il faut aussi, nous semble-t-il, chez Melchion, proposer de travailler une évolution incrémentale et permanente, plutôt que des choix brutaux et radicaux. Je l'ai souvent indiqué, je suis persuadé que le monde change en permanence et on n'en prend pas toujours conscience, mais la réalité, c'est que rien n'est semblable à ce qu'il était hier, voire même il y a une heure. On a une illusion de stabilité, mais la véritable réalité du monde, c'est le changement. Face à ce changement, si nous nous raidissons, si nous nous fixons dans des règles trop serrées, trop fermées, eh bien nous devenons petit à petit inadaptés au monde qui change autour de nous. Et donc notre conviction chez Melchion, et en tout cas la mienne, c'est qu'il faut travailler cette évolution personnelle en permanence plutôt que d'essayer de faire des coups de barre tous les 10 ans, par exemple. Je vous propose de faire rencontrer à cette personne d'autres personnes qui sont passées par ce qu'il vit actuellement, ce qu'elle vit actuellement. C'est-à-dire, en fait, de tirer dans votre carnet d'adresses les copains de 60 ans et d'organiser des moments de rencontre avec ce collaborateur ou cet ami ou ce proche qui a ce moment de doute, de changement, de questionnement. Pourquoi? Bien parce que les gens qui sont déjà passés par là vont simplement lui dire, c'est normal, ça m'est arrivé, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça a eu comme conséquence. Et de fait, ça peut lui donner une forme de, surtout si vous en avez quelques-uns et pas un seul, de typologie des choix et des conséquences. Et si c'est à vous que ça arrive, c'est exactement ce que je vous conseille. Ouvrez votre carnet d'adresses et appelez tous les copains de 50 à 80 ans. Invitez-les à déjeuner et parlez avec eux ce qu'on faisait avec les anciens, du sens de la vie, de l'endroit où vous vous sentez dans votre propre existence, et écoutez-les vous renvoyer ce que eux ont vécu. Enfin, et c'est peut-être le plus difficile, il faut accepter que les personnes qu'on connaît changent parfois brutalement et que vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui va vouloir déménager, changer de couple, changer de métier, changer de spiritualité, s'éloigner de sa famille. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, mais ça veut dire qu'il ressent ou elle ressent le besoin impérieux de s'éloigner. C'est aussi tous ces changements de carrière radicaux dont on vous parle à longueur de magazine et qui sont des moments de grands troubles, de grands changements, de crise, et qui sont parfois aussi bénéfiques. Donc il faut accepter que les gens vont changer, parfois brutalement, autour de nous. Enfin, pour finir, je vous propose un outil pour aller plus loin. C'est l'ouvrage de Ken Wilber et de ses amis qui s'appelle en anglais Integral Life Practice et que beaucoup d'entre vous qui me connaissent ont déjà reçu en cadeau. Il existe une version française, la pratique de la vie intégrale. Dans la psychologie intégrale, Wilber et les autres tenants de ce courant de psychologie expliquent qu'on peut s'améliorer dans un nombre quasiment infini de domaines. Et ils ont fait un travail considérable pour lister tous les domaines de l'activité humaine et les différents stades d'évolution qu'on peut vivre. Et du coup, ils ont aussi proposé dans ce livre volumineux des pratiques tirées de cultures anciennes ou des pratiques tirées de sciences modernes pour s'améliorer dans le segment ou les segments qu'on choisit. C'est pour moi un blueprint d'évolution pour une vie entière. C'est vraiment un ouvrage remarquable, je le conseille à tout le monde et je l'offre notamment à tous les gens que je sens
en train de préparer une évolution de leur personnalité. Voilà, les amis, ce que j'avais à dire sur la crise de la quarantaine et je suis à l'écoute de vos questions et éventuellement de vos remarques. Merci Patrick, merci Patrick. Alors, tu nous as parlé de cette crise midlife, mais 40 ans, ce n'est pas la moitié de la vie ici. Alors voilà, c'est ce que je disais. Si on pense qu'on vit 80 ans, hein, et puis si on pense qu'on va vivre 120 ans, ben, c'est seulement le tiers. Hein, bon, voilà. Mais ce terme midlife crisis, il n'a rien de scientifique. Parce que les psychologues qui ont travaillé, c'est une très bonne question, Jean-Christophe, je te remercie pour me permettre de montrer quelque chose d'intéressant. Ils ont étudié la période de 40 à 65 ans, parfois 70. Alors que dans les magazines, on vous explique que la midlife crisis, c'est entre 38 et 42. Vous voyez? Bon, eh ben, il faut faire une différence, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont vivre une crise identitaire existentielle à 38 ans, puisqu'on le voit autour de nous. On le constate de façon empirique. Nous-mêmes, on voit des hommes et des femmes entrepreneurs remettre en cause lourdement leur choix dans ces années-là. Alors, à d'autres moments aussi, hein, mais dans ces années-là. Donc, bah, que faire, hein? Eh bien, effectivement, prendre du recul par rapport à ce que disent les magazines. Alors moi j'avais aussi une question, Patrick. Oui, Euh, alors moi, la crise de la quarantaine, ça me semble loin. oui, En revanche, j'ai entendu parler de la quarter life crisis, oui. la crise des 25 ans. La crise des 25 ans fait l'objet aussi, effectivement, d'études et d'analyses et d'articles dans, alors plus les magazines, puisque la génération ne lit plus les magazines, mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut en dire? Il semblerait, de ce que j'en comprends, Eugénie, hein, j'ai moins travaillé que sur le sujet de la chronique, il semblerait que l'insertion dans la vie professionnelle soit douloureuse pour un certain nombre de jeunes personnes, de jeunes adultes. Puisqu'on on passerait d'un régime finalement de semi-liberté intellectuelle dans ses relations, c'est différent selon les personnes. Il y a des gens qui sont en couple à 18 ans et des gens qui ne sont toujours pas en couple à 30 ans. Hein, d'accord, bon, mais ça passerait en général pour cette classe d'âge d'une forme de liberté liée aux études, liée aux nouvelles idées auxquelles on est confronté, aux nouvelles personnes qu'on rencontre, et à une forme de liberté de relation, à quelque chose de beaucoup plus cadré, dans lequel on a éventuellement un job ou deux, dans lequel on est en couple, dans lequel on va éventuellement envisager de fonder une famille, dans lequel le cercle de relations va se réduire. Hein, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dès lors que on est en couple, quand on est jeune, on va se mettre plutôt à fréquenter des gens en couple que les copains célibataires. On va les inviter encore un petit peu, et puis de moins en moins. Et je peux te dire d'autres choses, c'est que lorsque tu as des enfants, il est constaté que tu te mets à fréquenter des couples qui ont des enfants aussi. Et les couples qui n'ont pas d'enfants, ben, tu vas moins les inviter également et moins les fréquenter. Et donc, il y a eu des études assez extraordinaires sur l'évolution des relations et la restriction du cercle de relations qu'on fréquente. Donc, je peux t'inviter à ça. Et je pense que c'est ça le syndrome. C'est le passage, effectivement, d'un état à un autre avec une tonne de responsabilités qui te tombent sur les épaules. Tu vas payer des impôts, tu vas devoir te lever, tu vas devoir aller à un endroit, faire ce qu'on te dit, même si c'est complètement idiot, et tu vas être fatigué parce que tu vas travailler trop. Et donc, du coup, quand arriveront le week-end, bah, tu n'auras peut-être plus envie de sortir, tu n'auras peut-être plus envie de faire la fête, tu n'auras peut-être plus envie, etc. Donc, c'est ce changement radical de vie qu'on peut observer, qu'on appelle quarter life crisis. Mais là encore, il faut se méfier de ce que disent les magazines. Ma conviction, c'est que chacun vit un chemin unique et qu'il se trouve qu'on peut être plusieurs à le parcourir, ce chemin.